l'association de me donner la parole aujourd'hui, de m'inviter donc à présenter ses recherches. Je vais me présenter brièvement. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Gaveau. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et plus précisément, je suis rattaché à un laboratoire de l'INSERM, donc l'Agence nationale de la santé, de la recherche médicale, qui travaille sur la motricité et la cognition. Donc, le titre, le nom du laboratoire, c'est CAPS, Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice. Donc, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude de la sensorimotricité. Donc, ce soir, je vais vous présenter les résultats de deux études récentes, toutes deux publiées en 2021, publiées par des chercheurs du laboratoire. Et puis, je serai ravi de répondre à vos questions ensuite et de dire quelques mots sur l'étude également en cours que vous avez mentionnée, Corinne. Ok, donc cette présentation, elle va traiter de la sensorimotricité et de la dyslexie. Déjà pour planter un peu le décor, donc je vous ai dit que je venais du laboratoire INSERM CAPS de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. La sensorimotricité, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on n'utilise pas tous les jours, même si il est assez logique en fait. La sensorimotricité ou l'étude de la sensorimotricité, c'est étudier comment est-ce que notre système nerveux produit des mouvements, donc produit la motricité, et sur la base d'informations sensorielles, puisqu'en réalité, on ne produit jamais de motricité sans information sensorielle. Donc, on pourrait parler d'étude de la motricité, tout simplement, mais ce serait un peu réducteur, parce qu'il n'y a jamais de motricité sans signaux sensoriels. Je vais utiliser le pointeur laser, voilà. Alors, il y a différentes bases de données sur Internet qui permettent de recenser les connaissances scientifiques qui sortent chaque jour. Et il y en a une qui est assez emblématique, qui est la plus utilisée, qui s'appelle PubMed. Je vous ai mis ici une copie d'écran de ce qu'on obtient dans PubMed quand on tape Developmental Dyslexia ou dyslexia, dyslexie en anglais. Ce que vous voyez ici, c'est la quantité d'articles scientifiques qui sont parus depuis 1946. Donc, comme vous le voyez, il y en a eu un nombre croissant jusqu'à aujourd'hui, toujours. Et ce nombre culmine à environ 500 études par an depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et ce que je veux illustrer par là, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à la dyslexie, alors de moult manières, de manières très diverses les unes les autres, et qui ont donné lieu à la production de nombreuses théories quant à qu'est-ce que c'est que la dyslexie développementale, qu'est-ce qui donne cause à la dyslexie développementale. Une majorité de théories essayent d'expliquer quelles sont les causes de la dyslexie développementale. Juste pendant que j'y pense, vous avez en bas de chaque diapo ici un petit numéro. Donc, si vous avez des questions en cours de route, ça ne sera sûrement pas très pratique d'y répondre là en cours de route. Donc, ce que je vous propose, c'est de retenir ce numéro et puis d'y faire référence à la fin pour pouvoir revenir sur les bonnes diapos pour poser vos questions. Donc, il y a de très nombreuses théories qui ont été développées grâce à ces milliers d'études sur la dyslexie développementale. Et je vous en donne ici une liste non exhaustive, mais juste pour illustrer un peu ces différentes théories. Alors, une que l'on connaît beaucoup, qui a reçu énormément d'attention, c'est la théorie du déficit phonologique. Une étude emblématique des premières, c'est l'étude de Stanovich en 1988. Et cette théorie, ce qu'elle propose, c'est que la dyslexie, ça correspond, d'un point de vue causal, à une difficulté à décortiquer un mot en ses sons constitutifs. Donc, une difficulté à associer les phonèmes aux mots dans le cadre de la lecture. Une seconde théorie, c'est celle du déficit d'automatisation, qui a été proposée par Nicholson et Fawcett dans toute une série d'études. Papier de 90. Cette théorie, elle propose que la dyslexie, elle soit causée justement donc, par une incapacité à automatiser certains processus du système nerveux, et cette incapacité à automatiser ces processus, bien, elle fait que c'est beaucoup plus coûteux pour le système nerveux de réaliser les tâches qui sont liées à la lecture. Une autre, c'est celle du déficit d'attention visio-spatiale. Alors, elle est un peu plus récente, cette théorie, date plutôt des années 2000.
Donc, il y a un certain nombre d'études et de chercheurs qui proposent que les enfants dyslexiques souffrent en fait spécifiquement d'un déficit d'attention. L'attention, c'est un terme général et il existe différents types d'attention. Il y a une attention qui ferait défaut dans le cadre de la dyslexie, c'est l'attention visuospatiale, donc celle qui permet d'orienter l'attention visuelle sur divers endroits de l'espace et ainsi de traiter l'information de manière efficace. Et donc, cette attention visuelle, on le comprend bien pour la lecture, elle est cruciale. Il existe une dernière théorie que je vais vous présenter ici. Encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustive. C'est la théorie magno-cellulaire. Cette théorie, elle a de fortes bases neurobiologiques. Elle propose que c'est un certain type de cellules, un certain type de neurones dans le système nerveux qui fait défaut au moment du développement de l'enfant. Et ces neurones, qu'on appelle les neurones magnoneurones, magnocellules, donc c'est des gros neurones, mais ils ont des propriétés particulières qui leur permettent de traiter des signaux sensoriels à haute fréquence. Donc, il y a divers types de neurones dans le système nerveux et chaque type de neurone a des propriétés particulières. Ces magnocelles, ces magnocellules, elles permettent de traiter des stimuli à haute fréquence. Et donc, selon les auteurs de ces théories, Stein en est un auteur emblématique, eh bien, ce sont ces neurones qui font défaut, qui ont des troubles et qui, ensuite, ces troubles se répercutent sur le comportement, en l'occurrence, le problème de lecture. Bon, on pourrait en citer toute une liste. Je vous donne ici quelques exemples. On a aujourd'hui des théories qui sont basées aussi sur les fondements génétiques de la dyslexie, puisqu'il y a des gènes qui sont associés à la dyslexie. Ce que je veux rendre compte finalement dans cette première diapo, c'est simplement le fait qu'il existe un grand nombre d'études, un grand nombre de théories, mais aujourd'hui, il y a encore, finalement, il n'y a pas de consensus quant à une théorie qui permettrait finalement pas simplement d'expliquer beaucoup de résultats, hein, ça c'est une chose, mais surtout de donner du sens à ces différents résultats pour pouvoir ensuite produire des prises en charge qui soient efficaces. Donc, il n'y a pas de consensus dans la littérature. Toutes ces théories, elles existent, mais finalement, c'est difficile de dire qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Alors, je vais vous parler des déficits sensorimoteurs dans le cadre de la dyslexie développementale. Et une question qui existe dans cette littérature, quand on prend un peu de recul vis-à-vis de ces différentes théories, c'est est-ce que ces déficits sensoriels ou sensorimoteurs, est-ce qu'ils représentent des causes ou bien des effets secondaires de la dyslexie développementale? Je vous ai mis ici un petit schéma qui résume un peu ce questionnement. Dans la littérature, parmi ces milliers d'études qui existent, voire même plutôt dizaines de milliers, hein, environ 11 000 études, par exemple, sur PubMed, sur la dyslexie développementale, eh bien, il y a des études qui ont montré qu'il existe des troubles de la vision, par exemple, et de l'audition chez les enfants dyslexiques. Et eh bien, l'existence de ces troubles, elle a été âprement débattue. Et une question qui passionne énormément les chercheurs, qui les a énormément passionnés, c'est est-ce que ces troubles visuels et auditifs, est-ce qu'ils représentent potentiellement des causes de la dyslexie, hein? On comprend bien que si une personne a des troubles visuels ou auditifs, eh bien, ça peut provoquer des problèmes d'acquisition de la lecture, entre autres. Ou bien est-ce que ces troubles sont une conséquence? Alors, je vous résume ici un peu les deux vues opposées. Certains chercheurs supportent l'idée que les troubles visuels et auditifs eh bien, ces déficits sensoriels vont causer le déficit phonologique, donc l'incapacité à associer correctement les phonèmes, à les percevoir correctement et ensuite donc à construire la capacité de lecture, alors que d'autres chercheurs finalement proposent une explication inverse. Ils nous disent que c'est en fait une incapacité, un trouble phonologique au départ qui crée un déficit de lecture, et ce déficit de lecture, quand on l'observe, bien souvent, c'est après déjà de nombreuses années, et ce déficit de lecture, le fait qu'un enfant ait moins pratiqué la lecture pendant une dizaine d'années, eh bien, va retentir sur la vision et l'audition, et c'est lui qui va expliquer ces troubles visuels et auditifs qui auront été acquis, qui seront un effet secondaire finalement du déficit phonologique. Alors, je caricature un peu, mais c'est
c'est finalement un grand questionnement qui existe dans la littérature et qui avait été posé assez clairement par la revue, par exemple, de Goswami en 2015. Alors, je vous présente les résultats de quelques études qui ont, qui ont montré, qui ont supporté l'existence d'un déficit sensoriel dans la dyslexie développementale. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je vous fais un très rapide tour de la littérature. Par exemple, une étude pionnière, c'est celle de Lovegrove et collaborateurs en 1980, qui porte sur la vision et qui avait montré que les enfants dyslexiques présentaient une différence de sensibilité au contraste en fonction de la fréquence spatiale. Donc, c'est une expérience dans laquelle des stimuli visuels avaient été présentés à des enfants dyslexiques, et puis les réponses à ces stimuli avaient été enregistrées et comparées entre deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants normolecteurs, contrôle, et puis un groupe d'enfants dyslexiques. Et ce qui a été observé, c'est que, vous voyez, la courbe pleine et la courbe pointillée. La courbe pointillée, c'est celle des enfants dyslexiques, avec les petits triangles, et puis la courbe pleine, c'est celle des enfants contrôle. Ces deux courbes, elles ne se croisent pas pour des stimuli de différentes durées, ici, 40 millisecondes, 60, et ainsi de suite, jusqu'à 1 seconde. Ces courbes ne se croisent jamais, donc il existe une différence dans la capacité de perception visuelle entre les enfants dyslexiques et contrôle, et cette différence, elle est en défaveur des enfants dyslexiques. Une autre étude, aussi assez vieille, j'ai volontairement pris les études pionnières, portait sur l'audition. C'est une étude qui a été publiée en 1996 par Cross et collaborateurs, également dans la revue Science. Et cette étude, elle avait montré eh bien, que quand on présente des sons qui correspondaient à des phonèmes, eh bien, ces sons sont moins bien perçus par des enfants dyslexiques que par des enfants contrôle. Et ce qu'elle avait fait d'intéressant, cette étude, c'est qu'elle avait enregistré les activités électriques du cerveau par électroencéphalographie. Elle avait montré que cette différence de perception qu'on peut enregistrer au niveau comportemental, comme je vous l'ai montré par exemple pour la différence de perception visuelle juste avant, eh bien, elle se traduit aussi, elle s'observe aussi finalement dans le cerveau, avec des enregistrements qui sont ici non invasifs. Mais c'est ce que montrent ces courbes. Alors ici, vous avez le haut de la tête d'un individu avec 7 points qui représentent la position d'électrodes qui permettent d'enregistrer les activités électriques du cerveau. Et ces 7 points, ici on a 3, 1 et 3, correspondent à ces 7 petits panneaux, ces 7 petits graphes, 3 ici, 1, et puis de nouveau 3. Et ces 7 panneaux-ci de gauche, le grand encart A, là, ça, ce sont les activités électriques enregistrées sur le cerveau des enfants contrôle. Et puis ici, à droite, ce sont les activités électriques enregistrées sur le cerveau des enfants dyslexiques. Et ce qui avait été observé, c'est que des sons qui se ressemblent, da, ga, ba, wa, je ne me souviens plus exactement de la combinaison, eh bien, ils étaient à la fois moins bien perçus au niveau comportemental par les enfants dyslexiques, mais également, on pouvait retrouver cette incapacité finalement à percevoir ces différents sons dans les activités électriques. Vous voyez ici, la courbe pleine doit être comparée à la courbe en gras doit être comparée à la courbe plus légère, plus fine, sur les différentes électrodes du cerveau. Chez un enfant normolecteur, eh bien, il existe une différence entre ces deux courbes, et cette différence qui est illustrée par cette dernière courbe qui est là en dessous. Ces graphes qui sont un petit peu compliqués à lire, mais finalement, on peut les expliquer assez simplement. Cette différence qui existe entre ces deux courbes, et qui existe là, quand on voit une valeur finalement qui s'écarte de la ligne horizontale, qui s'écarte de 0, elle traduit le fait que notre système nerveux perçoit différemment les sons qui lui sont présentés, ces sons qui sont différents, alors que chez l'enfant dyslexique, pour les divers points d'enregistrement, eh bien, comme vous voyez, il y a un chevauchement majoritaire des deux courbes, ce qui donne ensuite à une différence qui est très faible et qui explique potentiellement l'incapacité à percevoir correctement ces différences. Je termine avec une dernière étude du laboratoire dans lequel je me trouve. Alors, notre laboratoire, il s'intéresse à la dyslexie depuis déjà un certain nombre d'années par des études qui ont été réalisées
par des enseignants-chercheurs du laboratoire et puis par des chercheurs associés tels que le professeur Kersia, qui est un clinicien mais qui est associé, qui réalise des travaux de recherche en collaboration avec le laboratoire. Et par exemple, il avait été montré qu'au niveau de la posture, vous avez ici des aiguilles, si on peut dire, hein, des pelotes. Ces pelotes, elles correspondent au déplacement du centre de pression d'un individu. Donc, quand on fait monter un individu sur une plateforme de force, plateforme stabilométrique, qui enregistre eh bien, la position de la pression sur la plateforme, ce qu'on observe, ici par exemple chez des enfants contrôle, c'est que même quand on maintient un équilibre droit, simple, hein, par exemple avec les yeux ouverts, eh bien, notre centre de pression, notre centre de masse, la projection plutôt du centre de masse sur la plateforme, eh bien, elle varie sans arrêt. C'est-à-dire qu'un équilibre purement statique, ça n'existe pas. Il bouge toujours un petit peu. Ça, c'est bien connu depuis des dizaines d'années. Ce qui a été observé, c'est que l'équilibre des enfants dyslexiques était de moins bonne qualité, il est plus variable, il est finalement moins bien équilibré, peut-être on pourrait dire, que celui des enfants contrôle. Et ça a été observé dans diverses tâches. Et bien sûr, là, c'est une illustration qualitative, mais ça a été quantifié, par exemple, avec un paramètre ici de fréquence, contenu fréquentiel de l'équilibre, qui montre que dans le groupe dyslexique, c'est le D ici, versus le groupe contrôle, eh bien, il y a des variations de la position du centre de pression qui sont plus importantes que dans le groupe contrôle. Et puis, on a deux conditions ici, c'est avec les yeux ouverts, en clair, ou avec les yeux fermés. Et dans les deux cas, on a des variations qui sont plus importantes. Et pour ce graphe de gauche ici, ça quantifie les déplacements médio-latéraux, droite-gauche, et puis ce graphe-là antéro-postérieur, d'avant en arrière, et les résultats sont similaires. Donc ça, c'est une étude qui a montré, il y a déjà une quinzaine d'années, l'existence de troubles non plus seulement sensoriels, mais sensorimoteurs dans le cadre de la dyslexie développementale. OK. Ces études, notamment celles que je viens de vous présenter, mais aussi d'autres, ont fait l'hypothèse que les troubles sensorimoteurs pouvaient provenir d'un trouble, d'un déficit proprioceptif. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à percevoir la position de notre corps dans l'espace, mais sans la vision. Donc, en fait, il existe dans nos muscles, dans nos tendons, dans nos articulations, divers récepteurs sensoriels qui nous permettent, par exemple, si j'ai les yeux fermés ici, qui vont me permettre de toucher mes deux mains ou de mettre deux doigts en face l'un de l'autre. C'est-à-dire que même avec les yeux fermés, je sais si mon bras est plié ou complètement étendu. Et même si quelqu'un déplace mon bras, même si ce n'est pas moi qui le fais volontairement, si quelqu'un déplace mon bras, ça peut être des tests qui sont utilisés en clinique, eh bien, je vais avoir une représentation de la position de mes membres dans l'espace. Il existe des personnes qui sont atteintes de pathologies qui vont spécifiquement désafférenter ces capteurs sensoriels de la périphérie du corps, qui n'auront plus de capacité à percevoir, de capacité somesthésique, ça peut être spécifiquement la proprioception ou d'autres capteurs, et il est bien connu que ça a un effet justement sur cette capacité à percevoir la position dans l'espace. L'existence de la proprioception, elle n'est plus à démontrer, elle est connue depuis plusieurs dizaines d'années, mais elle a été postulée, elle a été spéculée, si je peux dire, dans le cadre de la dyslexie développementale. Et donc, ces dernières années, on s'est intéressé, on avait monté un projet pour étudier la proprioception dans le cadre de la dyslexie développementale, puisque une chose qui nous intéressait, eh bien, c'était d'abord d'essayer de vérifier ce qui avait pu être proposé, en tout cas de le tester. Hein, on n'avait pas d'a priori au départ quant à l'existence ou non de ce trouble. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était potentiellement de répondre, ou d'apporter en tout cas de l'eau au moulin vis-à-vis de ce débat, puisque s'il existe un trouble sensoriel de type proprioceptif, c'est-à-dire un trouble de l'information sensorielle qui est contenu dans les muscles ou dans les articulations, eh bien, ce sera difficile de soutenir l'hypothèse que c'est un déficit phonologique qui, jusque-là, a été proposé comme expliquant les troubles visuels et auditifs par un manque de pratique par rapport à des enfants contrôle de l'utilisation de la vision et de l'audition dû au manque de pratique de lecture. Ce sera difficile d'expliquer que ce manque de pratique de lecture
pourrait causer un trouble proprioceptif. Donc pour nous, c'était une manière de tester un peu spécifiquement l'existence d'un nouveau trouble et puis en même temps de tester ce grand questionnement. Alors, bon, ça c'est le titre de cette étude, si je peux dire en français. Donc vous avez la conclusion finalement avant le démarrage, hein, mais c'était il me semble, dans l'abstract, dans le résumé que j'avais donné à l'association. Donc, les seuils de détection moteur révèlent un trouble proprioceptif chez les enfants dyslexiques. Je vais vous présenter ici les résultats de cette étude. Alors, c'est une étude qui a été publiée il n'y a pas très très longtemps, hein, en 2021. Donc, vous avez du temps de la recherche, c'est un temps relativement court, dans le journal Scientific Reports, par la liste d'auteurs que vous avez ici. Hein, donc, alors moi, j'ai participé à ce travail, c'est moi qui l'ai supervisé, avec tout un tas d'autres personnes, dont le professeur Katsia, Sophie Saltaravi, qui est une orthophoniste, professeur Papaxantiste, pardon, qui dirige le laboratoire INSERM, je me trouve, et puis Julie Laprovotte, qui était étudiante en thèse sur ce sujet. Alors, je vous présente un peu l'organisation de l'étude, le paradigme de départ. Ce qu'on a fait, tout d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a réalisé une étude qui était complètement automatisée. C'est-à-dire que les stimuli que l'on a délivrés, ils ont été délivrés par un robot, un système entièrement robotisé. Et puis les analyses que l'on a réalisées, elles ont été réalisées entièrement par des algorithmes automatisés qui vont recueillir les signaux relativement complexes qu'on enregistre dans ces expériences, et puis qui vont les traiter tous de la même manière, c'est-à-dire tous les essais, puisqu'en général, on répète un certain nombre d'essais, et puis tous les participants, tous les enfants, de la même manière. Dans cette étude, on avait un échantillon qui peut paraître pas énorme, alors ça dépend bien sûr à quoi on s'intéresse, mais qui est finalement assez important quand on utilise ce type de méthodologie. Il faut comprendre que ce sont des études qui prennent un grand nombre d'heures à réaliser et un grand nombre d'heures à analyser également. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des études avec des centaines de participants. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des études qui doivent être confirmées par d'autres études, par des échantillons plus importants. Mais en tout cas, ne soyez pas choqués par le fait qu'on ait ici des échantillons de, vous voyez, 18 enfants dyslexiques et 17 enfants normolecteurs, uniquement, si je peux dire. Ces enfants, ils avaient entre 10 et 12 ans, puisque la littérature a clairement montré qu'à cet âge de la vie, eh bien, la fonction proprioceptive est stabilisée, entre 10 et 12 ans. Ils étaient tous droitiers, parce qu'on va voir qu'on réalise des tests sur le bras droit et sur la jambe droite. Ils avaient une scolarisation dite normale, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la classe qui correspond à leur groupe d'âge, jamais redoublé, ce qui représente un test un peu de niveau d'intelligence, niveau cognitif plutôt. Ils ont subi des tests pour l'inclusion, des tests sur l'attention et des tests moteurs, afin de n'inclure que les enfants qui n'avaient pas de troubles attentionnels ou de troubles moteurs, troubles de coordination, comme pourrait l'avoir par exemple des enfants dyspraxiques. Alors, donc on avait un système avec un robot qui mobilisait une articulation. Alors ça peut être par exemple l'articulation du coude. Et puis, en même temps qu'on mobilisait cette articulation, on enregistrait par EMG, électromyographie, l'activité électrique des muscles qui contrôlent l'articulation mobilisée par le robot. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait parce que dans ce type de test, ce que l'on veut, c'est avoir une mobilisation passive uniquement de l'articulation. Le robot va déplacer un membre du corps d'un individu, d'un enfant ici, et puis la tâche pour l'enfant, l'instruction qui lui est donnée, c'est de se laisser faire, de ne pas se contracter du tout, et puis à un moment donné d'appuyer sur un bouton quand il sent qu'on bouge son bras, par exemple, si on est en train de faire une expérience sur le bras. Et donc, ces électrodes ici que l'on met sur le muscle, ça nous permet de vérifier que l'enfant est en effet relâché et qu'il respecte bien les instructions. Alors, pendant cette tâche, eh bien, la vision est bloquée. L'enfant ne voit pas ses membres. L'audition également, il porte un casque qui lui bloque l'audition. C'est un casque actif, je vais passer les détails, mais qui enregistre le bruit ambiant et puis l'annule. Et puis, par exemple, s'il est testé sur le bras droit, dans la main gauche, il a un bouton poussoir. Et puis, dès lors que l'enfant sent qu'on lui mobilise une articulation, il appuie sur le bouton pour indiquer qu'il perçoit un mouvement. Donc ça, c'est un test qui est utilisé
Alors, en laboratoire, ça nécessite des technologies de pointe qu'on ne peut pas utiliser forcément en cabinet très facilement, mais c'est un test qui est très reconnu à l'international pour tester la fonction proprioceptive. Avec ces enfants, on a réalisé une première partie d'expérience qui visait à mesurer leur temps de réaction. Le temps de réaction, c'est si j'envoie un stimuli, par exemple, ici, si je vous demande d'appuyer sur la barre espace au moment où je reviens en arrière sur ma diapo, tac, je reviens en arrière, vous appuyez sur la barre espace le plus vite possible. Le temps de réaction, c'est le temps qu'il vous aura fallu pour appuyer sur la barre espace entre le moment où je suis revenu en arrière et puis le moment où vous avez appuyé sur la barre espace. Ce temps de réaction, on peut le faire pour divers sens. On peut le faire pour un stimuli visuel, on peut le faire pour un stimuli auditif. On envoie un son dans le casque et puis on demande à un individu d'appuyer sur la barre espace, par exemple, le plus vite possible dès que le son arrive. Et ça, on l'a enregistré pour les 17 enfants contrôle et les 18 enfants dyslexiques. Et ce que vous voyez ici, c'est que ces temps de réaction, ils étaient similaires. Donc, vous avez des box plots qui représentent les résultats obtenus en moyenne, en médiane, et puis les petits points, ce sont les données individuelles des différents enfants de l'étude. Ce qui est visible, c'est qu'entre les deux groupes, il n'y avait pas de différence évidente et les statistiques n'en rapportaient pas non plus. On a mesuré chez ces enfants également les capacités de lecture de l'enquête. Alors, ces capacités de lecture, elles ont été mesurées avec divers tests que je vous ai mis ici. Vous les connaissez peut-être mieux que moi. Il y avait le test de l'alouette avec diverses sous-sections, et puis le test de la NEPSI2 et le test TIME3. Et donc ici, vous avez un tableau qui résume les performances des enfants dyslexiques et contrôle. Alors, il y a 17 dyslexiques et 17 contrôles, puisqu'il y a un enfant qui a été exclu après la visite d'inclusion, parce qu'il avait un résultat au test de Conners, capacité d'attention, qui l'excluait. Donc, la comparaison de ces deux groupes d'enfants, bien entendu, elle donne lieu à des différences significatives. C'est la définition de la dyslexie. Sur ces tests de capacité de lecture, les enfants dyslexiques ont de moins bonnes performances que les enfants contrôle, et ça se retrouve statistiquement sur tous ces tests. Ce que l'on a mesuré également, c'est ce que je vous ai décrit auparavant, c'est le temps nécessaire pour percevoir la mobilisation d'une articulation par le robot. Donc là, je vous le rappelle, les enfants sont sans vision et sans audition. Ils sont installés sur une machine et bien maintenus, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement qui soit produit, qui puisse être produit par des parties du corps qui ne nous intéressent pas pour la session expérimentale. Et puis, par exemple, leur bras est positionné sur le robot, il est attaché au robot, et le robot va générer une rotation du bras, par exemple au niveau du coude, à différentes vitesses. Alors, je vous mets ici un graphique vide pour l'instant pour vous expliquer ce que je vais vous présenter. Sur l'axe des abscisses, ici, vous avez la vitesse de stimulation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le robot va déplacer les segments de l'enfant. Et ces vitesses, elles sont au nombre de 6. C'est en degrés par seconde. Vous avez des vitesses rapides ici à droite, 20 degrés par seconde. C'est relativement rapide. Et puis, plus vous allez vers la gauche, plus vous avez des vitesses faibles. Et la vitesse la plus faible, c'est un quart de degré par seconde. Alors, vous imaginez, un quart de degré par seconde, ça va extrêmement doucement. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à percevoir que si je bougeais votre segment, votre bras, par exemple, à 20 degrés par seconde. Ça, ce sont les résultats que nous avons obtenus. Vous avez les courbes des deux groupes, les enfants contrôle et les enfants dyslexiques. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il existe une différence de pente sur ces courbes. Alors, la pente des deux courbes n'est pas la même. Si on regarde tout à droite pour les hautes vitesses, eh bien, il n'y a pas de différence quant au temps de perception. Je n'ai pas expliqué ça. Sur l'axe des abscisses, ce sont les vitesses. Et sur l'axe des ordonnées, c'est le temps nécessaire pour percevoir le fait que l'articulation est mobilisée. Donc, c'est au bout de combien de temps, finalement, l'enfant appuie sur le bouton pour dire « ça y est, là, je sens que ça bouge ». Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que pour les stimulations rapides, c'est-à-dire de 20 degrés par seconde jusqu'à 5 degrés par seconde, il n'y a pas de différence de perception entre les enfants. Les enfants dyslexiques perçoivent aussi bien que les enfants contrôle. Par contre, en dessous de 5 degrés par seconde, donc pour les vitesses plus lentes, on voit qu'il y a progressivement un écart qui se creuse
écart qui est extrêmement important à la vitesse la plus lente, puisqu'on a un résultat qui est à peu près le double. Ça prend 2 fois plus de temps aux enfants dyslexiques à percevoir le mouvement qu'aux enfants contrôlés. Et vous voyez, même si on tient compte de la variabilité interindividuelle, eh bien, l'écart est malgré tout très important par rapport à cette variabilité. Donc ça, on l'a mesuré sur le temps moyen de détection. On l'a observé aussi sur la variabilité de ce temps moyen, c'est-à-dire que ces tests-là, on ne les fait pas une seule fois. Quand l'enfant est installé sur le robot, on va réaliser un grand nombre de stimulations qui vont arriver à des moments totalement randomisés, dans des ordres randomisés. Donc, ce n'est pas du tout prédictible par les enfants. Et la variation de la performance, c'est-à-dire la variation du temps nécessaire pour percevoir le mouvement, elle est aussi, elle, beaucoup plus importante chez les enfants dyslexiques que chez les enfants contrôlés. C'est-à-dire qu'il y a certains essais qui vont avoir une performance qui sera relativement basse, enfin bonne plutôt, avec un temps de détection assez court, qui va se rapprocher des enfants contrôle, et puis d'autres essais où, au contraire, ils vont être très, très hauts. Je vous mets ici les résultats juste un peu plus zoomé, c'est présenté différemment, mais en fait, c'est un zoom sur la vitesse à 1/4 de degré seconde. C'est celle qui nous intéresse le plus. Finalement, c'est la simulation la plus difficile, celle où il y a le plus de difficultés, le plus grand challenge à percevoir le mouvement. Et vous avez les données des enfants contrôle en blanc dyslexiques ici en gris, ce qui nous permet de voir un peu la répartition des résultats. Alors, clairement, il y a un certain nombre d'enfants dyslexiques qui ont des performances qui sont proches des enfants contrôle. Vous le voyez ici, il y en a aussi quand même un nombre aussi non négligeable qui sont clairement au-dessus. C'est vrai pour le temps moyen de détection, et puis SD ici, c'est la standard deviation, c'est la variabilité de ce temps moyen. Donc, ça correspond aux 2 graphes ici pour les vitesses les plus lentes, 1/4 de degré par seconde. Et puis je vous fais un zoom ici sur les valeurs à 20 degrés par seconde qui sont là. Et ce que l'on voit, c'est qu'à 20 degrés par seconde, il n'y a pas tant de différence, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Statistiquement, on n'en trouve aucune, alors que là, il y avait une très grande différence statistique. Donc, ce que je vous présente là, encore une fois, ce ne sont données que de 17 participants dans chaque groupe, mais les effets statistiques obtenus, vous voyez la taille des différences, et puis la grande taille des différences, et puis la petite taille de la variabilité. Donc, les différences statistiques obtenues, elles sont extrêmement importantes. Et ça, c'est grâce aux outils qu'on utilise qui sont très précis, très peu variables. Alors, je vous ai dit qu'on avait mesuré aussi l'activité électrique. On a contrôlé que les enfants dans les 2 groupes, pour 3 muscles, là ici, ce que je vous ai présenté sur les résultats obtenus de l'articulation du coude, eh bien, dans les deux groupes, pour les 3 muscles qu'on a enregistrés sur l'articulation du coude, eh bien, il n'y avait pas de différence quant aux activités électriques, c'est-à-dire que les enfants dans les 2 groupes faisaient la tâche correctement, c'est-à-dire qu'ils ne contractaient pas leurs muscles pendant les stimulations, pendant les temps d'attente, en fait. Ils devaient répondre, est-ce qu'il y a un mouvement de non? Si oui, à quel moment? Les derniers résultats que je vous présente sur cette étude, on a fini par calculer des indices de capacité de lecture, que vous avez présenté ici, reading abilities, et puis indice des capacités proprioceptives. Dans les capacités de lecture, eh bien, on a mis tout simplement les résultats que vous avez présentés dans le premier tableau, donc, les tests de lecture, qu'on a combinés tous ensemble. Et puis, dans l'acuité proprioceptive, on a combiné à la fois le temps moyen de détection et la variabilité de ce temps moyen de détection, parce que c'est 2 aspects qui permettent de quantifier la qualité de la fonction proprioceptive. La littérature l'a bien démontré déjà jusqu'à ces dernières décennies. Et ce que vous voyez dans ce graphique, c'est qu'il existe une relation de proportionnalité chez les enfants dyslexiques uniquement entre leur capacité proprioceptive et leur capacité de lecture, ce qui est assez inattendu. C'est-à-dire que plus un enfant a une capacité de lecture qui est faible, qui est dégradée, eh bien, plus il a également une capacité de proprioception, une acuité proprioceptive qui l'est également. Et ça, on ne le trouve pas chez les enfants contrôlés. Donc, en conclusion de cette première étude, déjà, j'ajouterais que là, je vous ai présenté les résultats sur l'articulation du coude. On a des résultats qui montrent des effets similaires au niveau de l'articulation de la hanche. On peut mobiliser diverses articulations avec ces robots et puis enregistrer les muscles également qui correspondent à ces articulations.
Et ces résultats, quand on y réfléchit un peu, ben, ils falsifient l'hypothèse de l'effet secondaire, l'hypothèse selon laquelle les troubles sensoriels ou sensorimoteurs, ici c'est bien de sensorialité dont on parle, hein, c'est pas moteur, puisqu'on mobilise passivement l'articulation des enfants, donc ils ne font pas d'action motrice, ils ne font que ressentir ce qui se passe. Ces troubles sensoriels, eh bien, ça devient difficile de supporter l'hypothèse qu'ils sont produits par eh bien, un manque de pratique de la lecture, comme ça a pu être longtemps proposé dans la littérature, jusqu'à encore ces temps-ci. On aura du mal à expliquer que la fonction proprioceptive, que ce soit au niveau du coude, ou encore moins au niveau de la hanche, elle est due à un déficit de lecture, c'est-à-dire une pratique moins importante de la lecture pendant une dizaine d'années, parce que ces enfants ont entre 10 et 12 ans. Et pour poursuivre un peu sur les résultats de cette étude, il existe une théorie motrice de la perception du langage. Cette théorie, ce qu'elle propose, elle est en lien avec la théorie des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones qui, dans notre système nerveux, vont à la fois coder, c'est-à-dire avoir des décharges électriques pour produire un mouvement et pour percevoir ce mouvement. Ces neurones ils répondent de la même manière quand ils produisent un mouvement chez un animal ou chez un humain et quand ils voient un autre animal ou humain réaliser les mêmes mouvements. Donc, on les appelle neurones miroirs puisque eh bien, ils ne servent pas que à produire des mouvements, mais ils servent aussi à les percevoir quand quelqu'un est en face de nous. Donc, cette théorie motrice de la perception du langage, eh bien, elle propose, elle a déjà montré que la fonction proprioceptive pouvait influencer le langage. Est-ce qu'elle peut influencer directement la capacité de lecture? On ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un lien très clair, qui n'est pas forcément un lien de causation, hein, c'est une corrélation. Il y a un lien très clair entre les capacités de lecture et ici la fonction proprioceptive. Donc, au-delà de falsifier l'hypothèse de l'effet secondaire, comme je viens d'expliquer, ces résultats, ils sont aussi extrêmement intéressants pour continuer à creuser un peu ces troubles chez les enfants dyslexiques et voir si ces troubles peuvent expliquer de manière causale les capacités dégradées de lecture chez les enfants dyslexiques. J'enchaîne peut-être un peu plus rapidement, vous me dites, Corinne, si c'est trop long, avec une deuxième étude. Je vais aller un peu plus vite parce que c'est une étude à laquelle je n'ai pas participé. Je pourrais répondre à vos questions néanmoins, mais comme je n'y ai pas participé, ben, je la connais un peu moins bien, même si j'ai fait l'effort, bien sûr, de relire l'article récemment. Cette étude, elle a testé les capacités de représentation de l'action chez les enfants dyslexiques. Donc, c'est une étude qui a été réalisée au laboratoire CAPS, toujours. Je vous remets ma petite diapo que j'avais mis au début tout à l'heure sur les différentes théories qui tentent d'expliquer la dyslexie. Il y a une de ces théories, le déficit d'automatisation, qui, je vous ai expliqué tout à l'heure à quoi elle correspondait très brièvement, hein, qui propose que pour réaliser une quantité de tâches, en tout cas de tâches pour notre système nerveux, eh bien, chez les enfants dyslexiques, le système nerveux ne va pas pouvoir passer par des processus qui sont bien automatisés, et donc ça va coûter beaucoup plus d'énergie au système nerveux, beaucoup plus d'efforts, puisque ces processus ne seront pas ou mal automatisés. Cette théorie, ce qu'elle a proposé, c'est qu'un substrat, c'est-à-dire une zone du cerveau qui causerait ce déficit, ce serait le cervelet. Et donc, des collègues du laboratoire se sont intéressés à la prédiction sensorimotrice chez les enfants dyslexiques. Pourquoi la prédiction sensorimotrice? Alors, le cervelet, c'est une partie du cerveau qui se trouve ici, qui est dite sous-corticale. Le cortex, c'est cette grande partie qui est là au-dessus. Alors, à l'intérieur, il y a des structures sous-corticales. Le cervelet en fait partie ici, collé au tronc cérébral. Et ce cervelet, il a été montré dans la littérature sur la motricité. Il existe beaucoup de littérature sur la motricité. Il a été clairement montré que ce cervelet, il est impliqué dans la capacité à prédire ce qui va se passer pour le système moteur. Alors, je vais essayer de vous donner une intuition un peu plus claire de qu'est-ce que c'est que cette prédiction et à quoi ça sert. Ici, je vous ai mis un schéma, une image, avec une publication scientifique, dans laquelle on a un individu, là,
qui s'apprête à recevoir une balle. Et cette balle, elle avance selon ces vecteurs que vous avez ici. Et donc, pour recevoir cette balle, l'individu va devoir placer sa main au bon endroit pour l'intercepter au bon endroit, au bon moment. Alors, pour cela, il va y avoir une cascade de réactions qui vont permettre à l'individu à la fois de percevoir la balle. Il va y avoir, par exemple, des échanges au niveau de la rétine, avec des photons qui vont venir activer la rétine. Dans la rétine, il y a des cellules qui vont coder la position de la balle, qui vont décharger, envoyer des informations électriques à des neurones dans le cerveau. Et donc, il va y avoir un passage de l'information de neurone en neurone, d'air en air du cerveau. Alors, avec des aires, on a les aires visuelles plutôt à l'arrière du cerveau, et puis d'autres aires vont être nécessaires pour ensuite pouvoir transformer ces informations visuelles en une information motrice, c'est-à-dire des activités électriques qui vont permettre de déplacer, par exemple, ici le bras et l'avant-bras et la main. Et donc, il va y avoir une cascade d'influx électriques qui vont aller du sensoriel vers le moteur, qui vont passer par la moelle épinière et qui vont à la fin contracter les muscles pour produire le mouvement. Eh bien, vraiment au minimum du minimum, cette cascade, elle va prendre au moins 100 millisecondes. Et 100 millisecondes, ça peut vous paraître pas beaucoup, mais c'est en fait assez énorme. Si par exemple, vous jouez au handball et qu'on vous envoie une balle comme ça, une passe un peu tendue face à vous, 100 millisecondes, ça va faire toute la différence entre le fait de réceptionner la balle dans la main ou bien de la réceptionner dans le nez. Et dans la vie de tous les jours, en fait, on arrive à la réceptionner dans la main presque à chaque fois sans trop de soucis. Eh bien, le cervelet, il a été bien montré dans la littérature comme une structure très importante pour pouvoir anticiper ce qui va se passer et donc surmonter ce problème qu'on appelle un problème de délai sensorimoteur. Il y a un délai, il y a un temps nécessaire au traitement de l'information. Et ce temps nécessaire, il est problématique. Et donc, notre système nerveux a développé des solutions pour pouvoir prédire à l'avance ce qui va se passer et donc se débarrasser de ce problème de délai. Donc, pour étudier le rôle du cervelet, eh bien, il y a diverses tâches qui sont réalisables. Et une des tâches, c'est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est utilisé aujourd'hui dans divers domaines, dans le domaine de la rééducation, dans le domaine de l'entraînement. Par exemple, les sportifs vont faire de l'imagerie. Alors, je dis mentale, c'est motrice. L'imagerie mentale, c'est un peu plus large, c'est le fait de s'imaginer quoi que ce soit, d'avoir une image mentale de quoi que ce soit. Par exemple, j'étais en vacances, une image de la plage là où j'étais, c'est une imagerie mentale globale. L'imagerie motrice, c'est la même chose, mais c'est s'imaginer réaliser un mouvement. Et donc, quand on fait de l'imagerie motrice, eh bien, il a été bien démontré, notamment dans le laboratoire où je suis, mais aussi dans d'autres, que, eh bien, on a des activations du système nerveux qui sont assez similaires à celles que l'on aurait pour faire les mouvements que l'on imagine, et qui vont avoir un effet d'entraînement, ces activations. Donc, la capacité à se représenter mentalement soit des objets, soit des mouvements, c'est une vraie capacité qui est bien connue et bien étudiée. Et elle rend compte de fonctionnement, entre autres, mais pas uniquement, du cervelet. Ça met en jeu aussi beaucoup d'autres aires comme ça. Donc, cette deuxième étude, qui a été également publiée en 2021 par des auteurs communs pour certains à la publication précédente, par exemple, Serpa Pagliantis, Patrick Cassia, et puis d'autres. Cette étude, elle s'est intéressée aux capacités de représentation mentale du mouvement chez les enfants dyslexiques. Ces enfants, ils avaient 14 ans en moyenne. Dans les deux groupes, vous avez ici le groupe d'enfants dyslexiques et le groupe d'enfants contrôle. Ils avaient des capacités visuospatiales, de praxis visuospatiales qui étaient similaires entre les deux groupes. Donc ça, c'est indiqué par des valeurs ici. On pourrait faire d'autres tests pour le montrer, mais des valeurs statistiques qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et bien entendu, sur les tests de lecture, différents tests qui ont été utilisés là, eh bien, les enfants contrôle étaient toujours meilleurs que les enfants dyslexiques. Donc, c'est montré par des p-values, des valeurs statistiques qui sont faibles. La tâche à réaliser, c'est une tâche motrice. C'est-à-dire qu'il a été demandé, alors ce n'est pas une tâche qui va utiliser des systèmes aussi complexes que dans la première étude, donc ça peut être fait avec des systèmes complexes, mais on peut le faire avec des systèmes assez simples. Par exemple, ici, on va demander à un individu de faire des mouvements de pointage depuis une cible de départ, qui est présente ici, jusque vers divers sites d'arrivée selon la séquence qui est définie ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un individu doit démarrer ici, un enfant démarre sur cette cible,
Et puis, au moment où il a un signal qui lui indique qu'il doit démarrer, on va le plus rapidement et le plus précisément possible, ça c'est l'instruction, la tâche, aller pointer d'abord cette première cible, revenir sur la cible de départ, puis la deuxième, revenir sur la cible de départ, puis la troisième, revenir sur la cible de départ. Et comme ça, il va falloir le faire à la fois le plus vite possible, puisque la valeur qui va être enregistrée, c'est le temps nécessaire pour la réaliser, et puis le plus précisément possible, parce que si les mouvements ne viennent pas pointer dans les cibles, eh bien, la séquence ne sera pas validée. Et donc ça a été réalisé avec des cibles de différentes tailles, mais avec des espacements entre la cible de départ et les cibles distales, qui étaient, cet espacement était toujours le même, était de 19 cm. Par contre, ce qui changeait, c'était la taille des cibles. Ça pouvait être des carrés de 1,5 cm de diamètre, 1 cm, 1 cm et demi, 2 ou 2 cm. Et donc, plus la cible est grosse, plus c'est facile. Vous pouvez l'essayer chez vous, mais c'est une évidence. Plus la cible à atteindre est grosse, plus je peux facilement aller vite, sans risque d'atterrir à l'extérieur de la cible. Et donc ça correspond à une difficulté qui est notée ici ID, indice de difficulté, qui est codé en bits. Donc, plus la valeur est importante, eh bien, plus le mouvement est difficile, puisque soit ça peut être l'amplitude qui est changée, ce n'est pas le cas dans cette expérience, ici l'amplitude elle est gardée stable, soit la taille des cibles est changée, on peut changer les deux. Si on augmente l'amplitude des mouvements, c'est aussi plus difficile. Et donc, les enfants réalisaient ces séquences et leur temps nécessaire à la réalisation de la séquence était chronométré entre le moment du départ et puis le moment d'arrivée. Donc, au moment où la main quittait cette cible pour la première fois, puis le moment où elle revenait dans la cible de départ pour la dernière fois, donc le 6e mouvement. Alors, ce qui a été observé, d'abord, c'est les résultats ici que je vous présente sur le MIQR. C'est un questionnaire d'imagerie qui a été validé depuis très longtemps, depuis assez longtemps, très utilisé dans le monde entier. Ce questionnaire d'imagerie, c'est un questionnaire qui est donc posé à la personne qui va faire de l'imagerie motrice pour qu'elle puisse donner ses sensations, sa confiance quant à sa capacité à s'imaginer le mouvement. C'est-à-dire, ça comporte une série de questions qui permettent de grader, de quantifier à quel point la personne arrive à s'imaginer le mouvement. Donc, c'est la personne qui répond à ces questions qui dit, oui, cette chose qui est demandée là, oui, j'y arrive bien à l'imaginer, ou non, c'est un peu difficile. Ce que vous voyez ici, c'est que le score est plus élevé chez les enfants contrôle que chez les enfants dyslexiques. Et il y a deux capacités d'imagerie, une capacité plutôt visuelle, où on doit se voir faire un mouvement, une capacité qui est kinesthésique, où on doit se ressentir faire un mouvement. Et donc, ces capacités semblent être un peu meilleures chez les enfants contrôle que chez les enfants dyslexiques. C'est significativement différent. Il y a un effet statistique. Maintenant, ce que je vous montre, c'est la durée des mouvements et la qualité de l'imagerie. Je commence avec la durée. Vous voyez ici donc la durée des mouvements. Et cette durée de mouvement, elle a été inférieure pour les enfants contrôle par rapport aux enfants dyslexiques. Et cette fois, attention, il ne faut pas se tromper, entre noir et blanc, c'est plus capacité d'imagerie visuelle ou kinesthésique, c'est pas ça. Là, ce sont les mouvements qui sont réalisés, c'est le temps de mouvement. Et donc, ce sont soit des mouvements qui sont réellement réalisés, donc les enfants ont réellement fait les pointages, soit ils se sont imaginés faire les pointages, donc ils se sont imaginés bouger leurs mains de la cible de départ vers les cibles distales, revenir, ainsi de suite. La même séquence de mouvement, plusieurs fois, bien sûr, c'est toujours enregistré plusieurs fois, ça. Et donc, on enregistre le temps nécessaire pour soit réaliser le mouvement pour de vrai, soit pour l'imaginer, réaliser le mouvement mentalement. Et ce temps, vous voyez, il était plus faible pour le groupe contrôle que pour le groupe dyslexique. Et puis, à chaque bloc, à chaque séquence de mouvement, il était demandé pour les mouvements mentaux, est-ce qu'il était demandé une question en fait, qui permet de grader, de quantifier à quel point l'imagination était facile à réaliser. Hein, c'est un peu similaire au résultat précédent que je vous ai montré. C'est un autre type de questionnaire, très rapide à réaliser entre deux séquences. Et il a été observé, rapporté, que les enfants contrôle semblaient, en tout cas, c'est ce qu'ils ressentaient, avoir une meilleure capacité à s'imaginer le mouvement par rapport aux enfants dyslexiques. Je présente maintenant le résultat principal de cette étude, sur laquelle l'étude finalement était basée, l'hypothèse de départ. Ça, c'est le résultat des enfants contrôle. Ce que vous avez ici, c'est l'indice de difficulté que je vous ai présenté tout à l'heure.
le plus difficile au plus facile, et puis la durée du mouvement. Et vous avez en noir les, les points qui correspondent à la durée pour réaliser le mouvement réellement, et puis en blanc, la durée quand l'individu s'imagine réaliser le mouvement. C'est-à-dire qu'il appuie sur un chronomètre quand il démarre son mouvement mentalement, et puis il appuie quand il termine son mouvement mentalement. Et comme c'est une séquence de plusieurs mouvements, certes, appuyer sur un chronomètre, c'est pas ce qu'on fait de plus précis, mais si c'est sur une séquence qui contient plusieurs mouvements, ben finalement, l'erreur de mesure elle devient extrêmement faible par rapport à la durée qui est totalement enregistrée. Alors, en tout cas, ce qui a été déjà observé de très nombreuses fois dans la littérature, c'est que plus un mouvement est difficile, plus il est lent. C'est ce que vous voyez ici. Sur la gauche, c'est plus difficile que sur la droite. L'indice de difficulté est plus élevé. Et donc, la durée de mouvement est plus lente. Ça, c'est connu, c'est classique. Et puis, une autre chose, c'est que pour les mouvements imaginés, on a le même effet. Plus un mouvement est difficile, plus il est lent. C'est-à-dire que quand on s'imagine un mouvement, quand on se simule mentalement réaliser un mouvement, on tient compte des paramètres de la tâche, donc de la difficulté à réaliser, la taille des cibles, l'espacement, les mouvements et autres. Et je vous rappelle qu'il y a des études qui ont montré, des études par exemple d'imagerie par IRMF, qui ont montré que quand on imagine faire des mouvements ou quand on les réalise, eh bien, les activations de notre système nerveux, de notre cerveau, sont très similaires, assez similaires. Pas exactement les mêmes, mais c'est très très proche. Donc, c'est pas juste du folklore, cette imagination du mouvement. Et donc ces résultats, ce type de résultats, avec ce qu'on appelle une imagination du mouvement qui respecte la loi de Fitts, donc une congruence entre le temps du mouvement imaginé et le temps du mouvement réalisé, eh bien, il y a de nombreuses études qui l'ont étudié, à la fois dans le cadre d'individus contrôle, c'est-à-dire sans troubles, et d'individus qui avaient des troubles neurologiques. Et il est maintenant admis, considérer que ce type de résultat est un bon marqueur d'un système sensorimoteur et cognitif qui est développé normalement, qui n'a pas de trouble neurologique. Chez les enfants dyslexiques, vous voyez tout de suite le résultat. Eh bien, pour les mouvements réels, on retrouve quelque chose de très similaire aux enfants contrôle. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans les premiers graphes, les mouvements sont un peu plus lents. Hein. Vous le retrouvez ici, par exemple, ce point-ci, là, pour la boîte de difficulté le plus élevée. Il est un peu plus lent que chez les enfants contrôle. Mais la pente de la courbe, ce qu'on appelle la loi de Fitts, c'est-à-dire la relation qui existe entre la durée du mouvement et la difficulté de ce mouvement, eh bien, elle est respectée. Par contre, pour les mouvements imaginés, ben, vous voyez, cette pente de courbe, elle est presque inexistante. Il y a une durée de mouvement imaginée qui est à peu près la même, peu importe la difficulté du mouvement. Et ça, ça a été évalué statistiquement et ça ressort très différent entre les deux groupes. Alors, je vous passe ici le tableau de résultats, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter la publication. Vous aurez tout ça avec beaucoup de détails ou à me poser des questions dessus, bien entendu, il n'y a pas de problème. Et ces statistiques, elles ont montré qu'il existait donc divers effets, des effets répétés qui n'existaient pas pour la pratique mentale chez les enfants dyslexiques. Et la comparaison entre les groupes eh bien, montre les différences entre les deux groupes. Donc, pour conclure sur tout ça, c'est ma dernière diapo. Alors, la conclusion de cette deuxième étude, c'est que la représentation mentale des mouvements, elle est altérée chez les adolescents dyslexiques. Je vous rappelle l'idée, la théorie motrice du langage qui propose que finalement, les capacités motrices ou sensorimotrices, elles peuvent avoir des répercussions sur le langage et potentiellement sur la compréhension du langage et potentiellement sur la lecture. On a vu dans la première étude que l'acuité proprioceptive était diminuée. Et donc, ces résultats de ces deux études supportent fortement, très bien, l'existence de troubles sensorimoteurs dans le cadre de la dyslexie. Alors, bien sûr, il y a des études qui doivent être réalisées pour confirmer tout ça et pour continuer aussi à étudier de plus en plus précisément, de manière de plus en plus profonde, d'où peuvent provenir ces troubles, puisque, comme vous l'avez vu, les échantillons ne sont pas énormes, mais encore une fois, avec ce type d'expérience, et ce qu'il faut considérer, c'est la variabilité associée aux mesures. Hein. Bien sûr, quand on fait des expériences où on va finalement collecter des mesures a posteriori qui ont été réalisées pour telle ou telle raison, ou alors prendre des mesures
avec des outils qui sont assez peu précis et donc qui vont engendrer beaucoup de variabilité. Mais il va falloir avoir des échantillons très importants pour espérer faire ressortir un effet, si tant est qu'il existe. Quand on réalise des expériences avec des protocoles, des paradigmes expérimentaux qui sont beaucoup plus contrôlés et des outils expérimentaux d'enregistrement et d'analyse qui sont beaucoup moins variables, eh bien, bon, ça prend plus de temps, mais d'un autre côté, on peut tirer des conclusions avec des échantillons qui sont plus faibles. Et pour terminer, je veux souligner que du coup, l'existence de ces troubles sensorimoteurs, ces résultats que je vous ai présentés ici, ils motivent finalement les chercheurs à continuer à étudier ces troubles. Je pense qu'il y a de multiples intérêts à l'étude de ces troubles sensorimoteurs. Alors, bien évidemment, clairement, ça permet de comprendre encore un peu plus la dyslexie. Comprendre un trouble, quel qu'il soit, c'est forcément progresser vis-à-vis de son futur traitement. Ils permettent d'envisager des traitements, ou en tout cas de tester des traitements innovants. Alors, vous avez bien sûr, Sensoridis, quand même, vous avez parlé du traitement proprioceptif. Eh bien, ces résultats qui démontrent pour la première étude clairement un trouble proprioceptif, ça c'est très précis, hein, le type de paradigme et de mesures qu'on a réalisées. Et puis pour la deuxième étude, un trouble un peu plus sensorimoteur, un petit peu plus, qui va inclure, disons, plus de structures différentes. Eh bien, ces résultats, ils supportent, ils apportent un peu de preuves scientifiques quant au fait que tester ces prises en charge proprioceptives, eh bien, c'est pas complètement insensé comme on peut l'entendre parfois. Et puis, troisième raison, c'est des raisons diagnostiques. Il y a dans divers domaines, diverses pathologies cognitives, si je peux dire. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est souvent comme ça que c'est présenté. Quand on parle de pathologie cognitive, on pense à la maladie d'Alzheimer, par exemple, on pense à l'autisme, voilà, une série de, de pathologies qui ont des retentissements cognitifs importants. Eh bien, ces dernières années, il y a plusieurs études qui ont montré que quand on étudie, quand on s'intéresse à la fonction sensorimotrice, dans le cadre de ces pathologies, on arrive à détecter ces pathologies beaucoup plus tôt que ce qu'on est capable de le faire avec des tests cognitifs. Alors, on pourrait en débattre, on pourrait en parler pendant des heures quant à pourquoi, il y a peut-être des raisons quant au fondement de l'existence du système nerveux et pourquoi il a été créé au départ, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, en tout cas pas tout de suite, si ça vient dans la question, on pourra en parler. En tout cas, c'est peut-être simplement dû au fait que les mesures cognitives, c'est toujours assez difficile à réaliser et elles sont souvent plus bruitées, ces mesures, que des mesures motrices ou sensorimotrices. On sait très bien tester le système sensorimoteur de divers individus et donc on peut avoir, comme je l'ai montré par exemple ici dans ces recherches, avoir des résultats qui seront peu variables et qui vont permettre finalement de détecter, d'objectiver plutôt l'existence d'un trouble ou d'une différence. Donc, à mon avis, il y a tout intérêt à continuer ces études sur la sensorimotricité pour diverses raisons qui vont de la compréhension à la possibilité de diagnostiquer peut-être plus tôt en passant par le traitement. Voilà, j'arrêterai là. Je vous remercie pour votre écoute. Eh bien, merci Jérémy, c'était très intéressant. Alors, voilà, je vais remettre le diapo pour tout le monde. Donc, voilà, si vous avez des questions, alors il y a le chat que surveillait Cécile, hein, donc qui va nous poser des questions qui ont été posées. Et puis, si d'autres veulent en poser en allumant leur caméra, en levant la main, mais parfois on ne voit pas tout le monde, donc n'hésitez pas. Donc, Oui. ouais, Cécile, tu en as déjà toi? Alors, j'ai une question, mais d'une personne qui a dû quitter la conférence en cours. Je vais quand même la dire parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Alors, cette personne parlait de la slide 10 et demandait quels sont les tests moteurs effectués pour évaluer la coordination, s'il vous plaît. Alors, je vous avoue que je n'ai pas retrouvé cette information hier quand j'ai regardé dans les papiers du CPP et je n'ai pas retrouvé quel était le test qu'on a réalisé. Je ne sais plus s'il n'y a pas des
Allez, je vais vérifier la publication, mais j'ai plus les tests, le nom du test en tête. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a utilisé des tests validés de la littérature. C'est ce qu'on a fait pour tous les types de tests. Mais je n'ai pas retrouvé quel était le nom de ce test. Je ne sais pas si c'était un test type MABC ou autre. Je vous avoue que je ne saurais pas répondre à cette question là tout de suite. Parce que ce type de recherche, c'est quelque chose qui est réalisé en collaboration avec plusieurs professionnels. Et en l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai fait passer ces tests. J'ai plus en tête le nom du test. Donc, je regarde si je le retrouve. Mais j'ai des doutes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dans le chat, non. Mais peut-être que dans les participants. Vous pouvez voilà, allumer votre caméra et puis les poser. Ouais. Ou les poser dans le chat. Alors, j'ai pas le nom du test. Je suis désolé. Je pourrais questionner mes collaborateurs pour le retrouver et tenter de le poster. Donc, là où vous allez poster la vidéo, Corinne, je le note. Mais je ne peux pas vous le donner tout de suite. D'accord, d'accord. Alors, personne n'a de question? C'est que c'était très C'était clair. très clair, oui. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, votre conclusion sur les tests pour détecter tôt sensorimoteur. Enfin, voilà, Christina Saillante, elle disait la même chose, en fait, que justement, elle pense qu'il faudrait tester très tôt les enfants sur les protocoles d'imagerie motrice, enfin, que ça permettrait déjà d'en détecter puis de prendre en charge à ce niveau-là. Enfin, dans le domaine des 10, hein, enfin, du neurodéveloppement, enfin, elle travaille aussi dans cette direction-là. Oui, complètement. Ouais, c'est une réflexion qui est partagée par beaucoup de chercheurs là, ces dernières années. Alors clairement, le système nerveux humain, il a été développé au cours de millions d'années. Et même si on a longtemps pensé que la cognition et la motricité, c'était des choses qui étaient assez séparées, on se rend bien compte ces dernières années que ce n'est pas le cas. Ça fait plusieurs dizaines d'années que les connaissances ont évolué à ce sujet. On pensait avant qu'il y avait des aires du cerveau qui étaient spécialisées pour telle ou telle fonction. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est la connectivité entre des neurones qui peuvent être des fois très loin dans le cerveau qui font une fonction et pas des aires du cerveau. Et j'irai même plus loin, il y a des résultats qui montrent clairement que même à l'échelle d'un neurone, un seul neurone dans le cerveau, il y en a des milliards, à l'échelle d'un neurone, bien souvent, on va trouver à la fois un rôle pour la cognition et pour la motricité. Donc la motricité et la cognition, ce ne sont pas des choses qui sont aussi séparées qu'on l'a longtemps pensé. Clairement, il y a beaucoup d'études qui le démontrent aujourd'hui. Et donc, il n'est pas étonnant qu'avec des tests moteurs et sensorimoteurs, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont l'avantage qu'on n'a pas forcément besoin de demander à un individu de donner une réponse explicite. On n'a pas besoin de lui poser une question, qu'il la processe, qu'il la comprenne et qu'il donne une réponse. De manière plus implicite, on peut demander à un individu de faire un mouvement ou même juste lui envoyer un stimuli qui va provoquer un mouvement et étudier son mouvement. Et l'avantage dans tout ça, c'est qu'on peut l'étudier avec des outils très, très précis. Et donc, peut-être avoir une capacité de diagnostic plus puissante, plus importante, qui permettra de diagnostiquer plus tôt. Alors, j'ai une autre question, peut-être que vous voulez la formuler vous-même, sur l'hypothèse de troubles du cervelet dans les 10. Alors, okay. Donc je vois la question, hypothèse trouble cervelet dans les 10, point d'interrogation. Je ne sais pas. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis la personne qui a posé la question. Voilà, je posais cette question-là. Je n'ai pas d'enfant dyslexique, je suis plutôt moi-même dyspraxique avec un problème de scoliose. Et donc, j'ai fait énormément de recherches de mon côté au niveau neurosciences et je me suis aperçue que ce soit dans la scoliose idiopathique, que ce soit dans la dyspraxie, que ce soit apparemment aussi dans la dyslexie, le cervelet
se retrouver l'étude avec un dysfonctionnement du fait de justement de ces problèmes prédictifs. Et récemment, j'ai lu qu'il avait été découvert aussi que le cervelet avait une fonction aussi intervenait aussi dans les fonctions sociales. Donc, c'est pour ça que je me permettais de poser cette question-là. Si, en hypothèse croisée, ce ne serait pas possible d'émettre que le cervelet ou des parties du cervelet, puisqu'apparemment le cervelet peut être découpé en plusieurs sous-fonctions, ne serait pas impliqué dans l'ensemble des 10. Et ce serait peut-être le point commun qu'on pourrait trouver à TDAH, dyspraxie, dyslexie, dysgraphie, voire même des problèmes pour l'instant qu'on qualifie d'idiopathiques, genre comme moi, une scoliose infantile. Merci pour votre question. Alors, est-ce qu'il est une sorte de centre névralgique qui serait un point commun à divers troubles 10 ? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, ces premières études qui ont été, les premières études en tout cas qui ont proposé l'existence de ce trouble, ont montré qu'il existe, même anatomiquement, des études anatomiques par IRM par exemple, des différences structurelles entre le cervelet des enfants, enfin des personnes dyslexiques. Le plus souvent, ça a été ces études sur des gens déjà adultes et des personnes non dyslexiques. Donc, il existe clairement des différences à ce niveau. Maintenant, une réalité, c'est que ces différences, elles ne permettent pas d'expliquer toute la variabilité des troubles cliniques chez les enfants dyslexiques. Alors, attendez, je remets la vidéo. Voilà, okay. Donc, je ne sais pas, dire qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour proposer que le cervelet soit vraiment un point commun à tous les troubles 10. Moi, personnellement, j'ai un background qui est pas le bon en plus pour répondre à cette question. C'est-à-dire que je suis spécialiste de l'étude de la motricité et je me suis récemment intéressé à la dyslexie, mais je n'ai pas un background de connaissances assez élevé sur l'ensemble des troubles 10 pour répondre à cette question. Je vais vous dire, je ne sais pas, mais des reproches qui ont été faits à cette théorie, en tout cas, c'est que bien souvent, les personnes qui avaient ces troubles au niveau du cervelet, ces différences qui existaient au niveau du cervelet, avaient aussi des différences qui existaient à d'autres niveaux. Donc, je ne vais pas dire que ça m'étonnerait qu'il y ait simplement une seule structure qui soit impliquée, c'est possible. Aujourd'hui, les neurosciences, ce qu'elles nous enseignent, c'est que le plus souvent, quand il y a des troubles fonctionnels, c'est plutôt un réseau de structures qui gère la fonction qui est mis en cause. Donc, il y a peut-être un type de réseau qui est commun à divers troubles 10. Peut-être que ce réseau met en jeu le cervelet. Je suis incapable d'y répondre aujourd'hui, mais... Alors, on a un autre intervenant, une autre personne qui est présente là sur la visio qui disait « Je vous rejoins, je reçois au cabinet beaucoup d'enfants et une formation complémentaire en pédiatrie. Les enfants 10 ont un trouble postural. » Voilà. Ce n'était pas une question, juste une constatation. Donc, ce qui a été, je peux commenter là-dessus, qui avait été proposé par les études plutôt dans les années 2000 à peu près, qui ont commencé à objectiver, c'est-à-dire à étudier et à démontrer qu'il y avait un trouble postural chez les enfants dyslexiques. Ce trouble postural provenait de troubles proprioceptifs, parce que la proprioception est particulièrement importante pour la gestion de la posture. Et l'étude qu'on a réalisée, que je vous ai présentée là au début de cette présentation, sur la proprioception, tend à clairement valider ça. Cette étude qui montre donc le déficit proprioceptif, déficit d'acuité proprioceptive, très probablement explique, je dis très probablement parce qu'on spécule toujours un peu, c'est-à-dire que si on faisait une étude, si on refaisait la même étude sur la proprioception avec nos robots, et puis chez les mêmes participants, on fait une étude
de posture, on pourrait tenter de démontrer un rôle causal entre les deux. On ne l'a pas fait, c'est pour ça que je dis très probablement. Mais voilà, les troubles posturaux, ils ont été observés, objectivés dans la littérature. Le trouble proprioceptif également maintenant. Bon, la logique y est. Il faudrait faire des études maintenant qui fassent les deux en même temps, mais a priori, il y a un rôle causal entre le problème proprioceptif et les troubles posturaux. On a une autre question là. Pour l'instant, dans quel trouble ou maladie les troubles de la proprioception sont suspectés? Je vous remercie. Alors, ces troubles de la proprioception, ils sont suspectés dans beaucoup de maladies différentes. Donc, c'est une bonne question parce que clairement, on n'a pas démontré. Je vais répondre à la question, mais je prends un chemin un peu détourné pour avoir une réponse aussi complète que possible. On n'a pas démontré que ce trouble de la proprioception, il était spécifique à la dyslexie. Et puis, ce n'est pas le seul trouble sensoriel, puisque, comme je vous l'ai montré en début de présentation, il existe des troubles visuels, des troubles auditifs également. Alors, ce trouble proprioceptif, par exemple, il existe chez des patients qui ont ce qu'on appelle des déafférentations, c'est-à-dire que leur système nerveux central, leur cerveau pour faire simple, mais il y a la moelle épinière également, elle n'est plus raccordée aux capteurs sensoriels de la proprioception, de la pression sur la peau, tous les capteurs sensoriels de la périphérie du corps. Et donc, ces gens-là, ils ont tout un tas de troubles du mouvement. Clairement, la proprioception, ça sert énormément au mouvement. Ça existe dans d'autres pathologies, par exemple l'anorexie mentale. Donc, c'est cette pathologie dans laquelle des individus vont refuser de manger parce qu'ils ont une représentation de leur corps qui est faussée. Ils se voient souvent beaucoup plus gros qu'ils ne le sont, pour faire simple. Chez ces patients-là, il a été montré qu'il y avait aussi un déficit de la fonction proprioceptive, par exemple. Donc là, je vous parle d'exemples qui sont très différents les uns des autres. Chez des gens qui vont être atteints d'un AVC, il pourra aussi y avoir, suivant la zone du cerveau qui va être touchée, ou plutôt les réseaux qui seront touchés. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est finalement plutôt ce qui compte au niveau du système nerveux, c'est plutôt quel va être le réseau touché plutôt qu'une zone. Vous pouvez avoir deux patients qui ont une atteinte à peu près dans la même zone. Si cette atteinte, elle touche une autoroute, entre guillemets, elle touche un chemin qui est important pour la proprioception, pour le premier patient, donc il y aura de gros troubles à ce niveau-là, alors que ça pourra ne pas être le cas pour l'autre. Voilà, donc cette fonction proprioceptive, elle est en fait le mouvement, si on y réfléchit, le mouvement, c'est fondamental pour un être humain. Il y a très peu de choses qu'on fait tous les jours qui ne sont pas du mouvement. Et par exemple, si vous êtes ne serait-ce que là en train d'écouter cette conférence ou de lire un commentaire dans le chat, eh bien, vous allez devoir bouger vos yeux rien que pour ça. Et une incapacité à bouger les yeux correctement, eh bien, ça va créer tout un tas, ça va retentir sur tout un tas d'autres fonctions. Donc, comme le mouvement est vraiment important pour notre vie de tous les jours, et comme on sait que le mouvement aussi, la littérature l'a bien démontré, ce mouvement, il va influencer la manière selon laquelle on perçoit le monde, la manière selon laquelle on pense, eh bien, un trouble proprioceptif qui est spécifique au mouvement va avoir un retentissement dans vraiment de nombreuses pathologies. Pas d'autres questions? Alors, je me posais une question. Moi, si vous avez... Donc, je sais que vous avez déjà eu des patients qui avaient perdu la proprioception, qui ont été déafférentés. Déafférentés. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà étudié des enfants qui sont nés sans proprioception? Parce que j'ai une adhérente qui... alors, ils ne sont pas nombreux au monde. Alors, c'est le gène Piezo. Et donc, voilà, elle a adhéré à notre association parce qu'elle m'a dit, vous êtes la seule association qui parle de proprioception. Et donc, voilà, est-ce que vous avez déjà, vous êtes intéressé à ces gens-là qui naissent sans proprioception? Comment eux vont se développer? Parce qu'apparemment, ils arrivent à se développer quand même. Alors, non, on s'y est jamais intéressé. Pour être honnête, je n'avais pas connaissance de
de l'existence de cette pathologie. Donc non, on ne s'y est jamais intéressé. Et si cette personne veut se mettre en lien avec le laboratoire, ou si ça l'intéresse, hein, bien entendu, Je peux vous mettre en contact alors. Hein, parce faut pas hésiter. J'ai des collègues, alors à Dijon, on a certaines spécialités, mais on a aussi des collègues de Marseille qui sont vraiment spécialistes aussi de ça. Donc ça peut être utile et enrichissant pour les patients comme pour la recherche. Non, on s'y est jamais intéressé. Et vis-à-vis de votre deuxième partie de questionnement, c'est-à-dire on peut s'adapter quand même, on peut s'adapter et puis se développer. Oui, heureusement, ça c'est une grande faculté du système nerveux. Notre système nerveux, puis ça va rejoindre aussi un petit peu la question précédente finalement. Notre système nerveux, on dit qu'il est redondant. Alors, il y a des milliards de neurones dedans. Vous avez déjà entendu qu'il est plastique, c'est-à-dire que le jour où on a un accident, par exemple un accident vasculaire cérébral, où on a une partie du cerveau qui est lésée, il est plastique, il va pouvoir s'adapter et puis prendre en charge des fonctions qui étaient jusque-là prises en charge par les neurones qui sont morts, les neurones qui sont détruits, eh bien, prendre en charge ces fonctions par les neurones qui étaient autour. Alors ça, quand ça arrive progressivement, et l'accident vasculaire cérébral, c'est le moins bon exemple pour ça, puisque c'est une atteinte soudaine. Quand ça arrive très progressivement, par exemple, ça peut être le cas de tumeurs infiltrantes qui vont se développer progressivement et qui vont provoquer la mort de neurones, mais dans une échelle de temps allongée, eh bien, on peut se rendre compte de rien, en fait, puisque les autres neurones autour vont prendre le relais et il y aura une compensation qui va aller aussi vite que la perte, que la détérioration. Quand ça arrive de manière soudaine, bien sûr, c'est évident. Alors, des fois, on peut récupérer complètement après un AVC de certains troubles, et puis des fois de manière incomplète. Donc, je n'avais pas connaissance, encore une fois, de ces patients, mais je ne suis pas étonné qu'ils arrivent à se développer et donc à compenser avec d'autres sens, par exemple la vision, le toucher. Je ne sais pas si le sens du toucher est également impacté. Donc, notre cerveau, au-delà d'être plastique et de pouvoir s'adapter à diverses contraintes, diverses difficultés, il est de toute façon toujours en train d'utiliser des signaux sensoriels multiples. Il récupère de multiples signaux sensoriels qui peuvent l'informer sur une chose donnée, par exemple notre équilibre. Pour faire de l'équilibre, on ne va pas utiliser que la proprioception, on va utiliser aussi les capteurs de pression plantaire, des capteurs vestibulaires, la vision, des capteurs au niveau des intestins, tout un tas de capteurs. Et notre système nerveux, il est très fort dans sa capacité à prendre ces capteurs, les mélanger pour créer une seule information à la fin qui va tirer avantage de chaque capteur en fonction de sa qualité, si je peux dire. La proprioception, elle sera peut-être plus utile pour l'équilibre que pour, je ne sais pas, la marche, je dis n'importe quoi tout de suite. Et donc, dans ce cas-là, notre système nerveux, il apprendra à donner ce qu'on appelle un gain plus important à l'information proprioceptive. Et puis, dans un autre contexte où c'est l'information visuelle qui est plus importante, le gain sera plus important. Mais chaque fois qu'il y a une information à récupérer, elle sera récupérée. C'est une des grandes forces de notre système nerveux. Merci. Alors, c'est que du coup, moi, j'avais un peu échangé avec elle et j'ai l'impression que c'est très différent, en fait, de la personne qui a une proprioception erronée. En fait, on n'a pas les mêmes symptômes, en fait, hein, entre l'absence, se construire avec une absence de proprioception, où effectivement, il compense beaucoup avec la vision. Mais je ne l'ai jamais vu en vrai. C'est dommage parce que du coup, je ne me rends pas bien compte de la manière dont ça les impacte. Hein. Mais je la mettrai en relation avec vous si ça vous intéresse. Hein. Enfin voilà, c'était une question que je me posais. D'accord, merci. Donc voilà, je pense que plus personne n'a de questions. Non, plus de questions dans le chat. Peut-être que des personnes veulent intervenir en ouvrant leur micro. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Voilà, moi, j'étais ravie de vous écouter et je pense que voilà, je ne serai pas la seule. Et en plus, voilà, le fait ensuite qu'elle sera sur YouTube, ça va aussi permettre un petit peu de diffuser tout ça qui reste, à mon avis, beaucoup trop confidentiel pour l'instant, alors que c'est très important.
Enfin, en tout cas, nous, Écoutez, les patients, merci. on est persuadés. Oui, c'est important que les patients puissent prendre part à la recherche. La recherche publique, en tout cas, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Alors, il y a déjà beaucoup de débats sur le fait que les résultats de la recherche publique ne soient pas toujours accessibles. Ça avance énormément sur ces questions-là. Mais cette recherche, elle doit à la fois être accessible, c'est-à-dire les résultats ils doivent être publiés et consultables par tout le monde. Et je pense qu'elle doit aussi être drivée. Désolé, j'utilise un anglicisme. Je ne trouve pas toujours les mots en français, mais elle doit aussi être comment dire, guidée par les besoins que font remonter les patients. Donc, c'est super que vous participiez à, en fait, de faire la promotion de la recherche et aussi que vous preniez finalement part à la réalisation de cette recherche. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'étude, vous l'avez Ah oui, c'est mentionné vrai. tout à l'heure. Il y a une étude en cours donc, qui est cofinancée par Sensoridis. Et cette étude, elle vise à tester, alors toujours, on a toujours les mêmes comment dire, volonté dans le laboratoire, dans la recherche en général, d'avoir la plus grande rigueur possible quand on teste une hypothèse. Hein. On ne cherche pas à démontrer que quelque chose est vrai. En fait, on teste quelque chose et puis ensuite, les données nous apprennent est-ce que ça valide une hypothèse, est-ce que ça l'invalide. Si ça l'invalide, ça nous intéresse tout autant que si ça la valide. Dans tous les cas, ça nous fait avancer pour tester ensuite une autre hypothèse. La recherche, c'est finalement tester une suite d'hypothèses les unes après les autres. Et donc, aujourd'hui, il y a une recherche qui est réalisée qui teste l'effet d'un traitement proprioceptif sur la qualité du sommeil et sur du coup, les effets attentionnels, puisqu'on comprend bien que si le sommeil est mauvais, eh bien, ensuite, les capacités attentionnelles le lendemain sont moins bonnes. Donc, il y a une étude là, qui est donc cofinancée par Sensoridis qui teste cela. Donc, c'est une étude qui dure sur plusieurs mois. On n'a pas encore les résultats et je ne peux pas vous les livrer, ni même vous donner une intuition de ces résultats parce que voilà, on s'en remet vraiment aux données et quand on les aura analysées, on pourra communiquer sur le sujet. Mais c'est super que, voilà, que des associations comme la vôtre fassent l'effort de participer à la recherche à ces différents niveaux, la communication et puis aussi la motivation à réaliser des recherches sur un questionnement plutôt que sur un autre. Eh bien, c'est nous aussi qui vous remercions pour tout ce travail et puis pour cette présentation qui était très intéressante. Si plus personne n'a de questions, je pense qu'on va vous libérer. Merci encore. Et bien, merci à vous tous. Et puis, ma foi, je vous dis au revoir. Et puis peut-être alors à une prochaine. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en refaire. Et bien, merci à vous. Merci tout le monde. Et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.